Hans Hartung naît à Leipzig en 1904. Il vient d'une famille de la petite bourgeoisie locale. Son père est médecin. Ce dernier l'encourage à voyager pour étudier les beaux-arts. Francophile, il va d'abord à Paris dans les années 20, puis à Dresde, Berlin et Munich. Il rencontre ainsi sa future femme, Anna Bergman, norvégienne de son état et peintre, elle aussi. Ils vivent plutôt aisément. Alors je ne sais pas comment ils se débrouillent. En tout cas, toujours est-il qu'ils s'installent aux Baléares et se ruinent dans la construction d'une maison dont ils sont expulsés par crainte d'espionnage. Pendant la guerre, Hartung s'engage dans l'armée française, tout comme le fait Nicolas de Staël d'ailleurs. Il se retrouve dans la Légion étrangère, on n'a donc ici aucun doute sur ses convictions politiques. Démobilisé en 41, il vit dans le Lot, grâce au travail agricole, exactement comme Soulages, et lui aussi abandonne la peinture. En 44, il part au Maroc rejoindre les Alliés. Il perd sa jambe droite au combat pendant le siège de Belfort dans l'est de la France. Après la libération, il s'installe à Arcueil et reprend sa production artistique à zéro. Sa sœur venait de l'informer parallèlement que toutes ses œuvres entreposées chez elle à Leipzig sont détruites suite au bombardement allié. Faut savoir que 44-45 est l'occasion de la première mise en œuvre de la stratégie américaine consistant dans le bombardement massif avant intervention au sol. Cette stratégie causant un nombre considérable de victimes tant civiles que militaires. Bref, Hartung embrasse de nouveau la carrière de peintre. Il s'intéresse à toutes sortes de supports, la gouache, l'encre, le fusain, la gravure. Il n'avait pas beaucoup exposé avant, et maintenant, immédiatement, il rencontre un certain succès à Paris et à Zurich. À 40 ans passés quand même, il commence à se faire véritablement un nom. Sa production d'alors rassemble déjà les éléments les plus connus de son style, les traits noirs, les lignes, toutes ces guirlandes énergiques.
Il ne donne plus de titre à ses œuvres, juste une lettre correspondant à la technique employée et un numéro chronologique, où il s'offre une nouvelle jeunesse, un peu comme Webern et Berg avec leur numéro d'opus, l'opus 1 étant la nouvelle manière. Pour eux, c'est l'atonalité, pour lui, c'est l'abstraction. Au même moment, Hartung obtient la nationalité française et la Croix de guerre. Le critique et réalisateur Alain Resnais tourne un film documentaire sur lui, d'une dizaine de minutes, difficile à trouver hélas. Il peint très peu d'huile sur toile et ce sont pourtant les plus connus. Il faut dire qu'elles sont généralement très belles. Mais non, lui se concentre sur la gravure, la lithographie et les eaux fortes. Louis Carré, galeriste papal de l'art abstrait en France et aux États-Unis, s'intéresse à Hartung. En 1950, c'est la première exposition à New York. Puis, il est à Biennale de Venise, puis Londres, Munich et évidemment Paris. Cette année-là, on lui décerne la Légion d'honneur, et la Galerie de France le prend sous contrat, et ce jusqu'en 1980. Fort de sa réussite, il achète une maison à Paris, parc Montsouris, avec un atelier par étage, un pour lui, l'autre pour sa femme, Anna. Il abandonne la peinture sur toile et ne travaille plus que des papiers. La rapidité d'exécution le fascine, il produit beaucoup et garde peu. À partir des années 60, il devient hyper productif. Rien qu'en 62, on dénombre 120 huiles sur toile, 150 papiers et une soixantaine de cartons. Pour accompagner cette réussite, la RFA le fait chevalier de l'ordre du mérite. La France, en compétition héraldique, le fait quant à elle commandeur des arts et des lettres. Il a droit à 2 rétrospectives simultanées, à Birmingham et Beaubourg. On retrouve souvent chez lui cette technique du grattage dans la peinture. On peut facilement faire un parallèle avec la deuxième période de Pierre Soulages. Cependant, ces techniques varient plus que chez ce dernier. Hartung gratte, crache, pulvérise, griffe directement dans la matière, encore fraîche. Il utilise surtout des couleurs sombres, il aime en faire des dégradés ou jouer avec la transparence du noir. Dans les années 70, il change tout à coup et adopte des couleurs vives et pures, une nouveauté chez lui à 60 ans passés. Ça coïncide avec son emménagement à Antibes, dans sa grande maison pourvue d'ateliers conséquents et de nombreux assistants à sa disposition. Il est au fait de sa gloire et de sa technique, rapide, instantanée, sans retouche. Cela signifie beaucoup de déchets et de déceptions, mais n'enlève rien à la qualité et la quantité de sa production. La technique devient de plus en plus minimaliste, voire invisible, alors que paradoxalement, les nuances de ses œuvres se complexifient. Derrière ce charabia pompeux, il faut comprendre qu'il utilise une technique par œuvre, simplement. S'il fait une encre, c'est avec un rouleau, et puis c'est tout. Plus précisément, il va donc utiliser un rouleau trempé dans l'encre, noir indigo souvent. Il l'applique sur du papier qu'il pose préalablement sur une pierre travaillée par ses soins, puis fait revenir à feu moyen en ajoutant du saindoux. Pareil pour l'huile sur toile, une couleur en aplat et un grattage avec une sorte de balai en bois de fabrication artisanale. Généralement, il répète les mêmes gestes plusieurs dizaines de fois, 75 fois d'après son autobiographie, donc j'y crois pas trop, et il voit à la fin si ça mérite sa signature ou pas. Je suis donc allée rencontrer les anciens assistants de Hans Hartung dans sa maison, qui est devenue la Fondation Hartung à Antibes. Et ensemble, nous avons pu remonter dans l'œuvre de Hans Hartung pour découvrir que depuis les années 60, il a utilisé la pulvérisation.
Hans Hartung est né en 1904 à Leipzig. Dès son enfance, il est attiré par le graphisme abstrait. Jusque dans les années 50, il fait des esquisses avant d'entreprendre une toile. Ce que l'on pense être spontané est en fait le fruit d'un travail méticuleux. On pourrait se dire qu'on a vite fait le tour avec ce genre de procédé, c'est ce que je pensais aussi, et en fouillant dans son répertoire, je me rends compte à quel point il se renouvelle. Et de toute façon, il n'y a qu'à faire un test pour voir si une œuvre est bonne ou non, si c'est de l'art ou de l'illustration. Il suffit de passer une toile en noir et blanc, ou de l'imaginer en petit format ou en grand format par exemple. Prenez Sonia Delaunay, il ne reste rien, alors qu'un Quirico, ou donc un Hans Hartung, ça se passe de commentaires.
À la fin de sa vie, après le décès de sa femme, Hartung se lance dans de grandes toiles. Il en produit plusieurs centaines, quand au contraire il devient parfaitement impotent. Les dernières interviews de lui sont assez sinistres, il comprend pas les questions et ne parvient plus à s'exprimer. Cette forme d'abstraction gestuelle peut parfois paraître fifi, parfois limite décoratif, souvent beau, élégant, classieux. Pas sûr qu'émotionnellement ça procure forcément grand-chose. J'y vois plus quelque chose d'aristocratique, comme la musique black metal peut l'être elle aussi. L'apprécier, c'est sentir la satisfaction de contempler quelque chose de bien fait, d'apaisant, tout entier dévoué à un idéal de sophistication. Il impose la couleur noire comme couleur majeure, mais tout évolue avec la pulvérisation. Pour saisir ce changement, il faut connaître sa vie. Il s'est engagé pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée française contre l'Allemagne, alors qu'il est d'origine allemande, et il va perdre une jambe à la guerre. Et ce qui fait que Hartung va toujours avoir ce corps empêché, et en même temps, ce qui est incroyable, c'est que dans sa peinture, il va se distancier de la toile, et en même temps, il y a cette énergie du corps libéré, justement, par la pulvérisation. Ici, le chef de l'abstraction lyrique est replacé dans un contexte contemporain. Les œuvres d'Hans Hartung anéantissent les frontières picturales par leur aspect métaphysique.
Hartung.